Le Masters de fin d'année est l'un des tournois les plus prestigieux dans le tennis. Cette semaine en novembre où les 8 meilleurs joueurs de l'année se retrouvent pour en découdre. À la clé, beaucoup de points et un sacré paquet d'oseille. Au menu, un système de poules, donc pas d'élimination directe, 3 matchs au minimum à disputer entre les tout meilleurs, puis une demi-finale le samedi et une finale le dimanche. Sur le papier, la promesse est immense. D'ailleurs, le Masters devrait être le temple de chef-d'œuvre, un tournoi qu'on devrait attendre chaque année avec impatience. Mais si on est honnête, c'est pas complètement le cas. Parce que le Masters présente plusieurs défauts malgré son prestige. Déjà la surface. Le Masters qui est censé représenter le circuit s'est toujours joué sur dur ou sur moquette à l'époque, hormis en 74 avec du gazon, c'est un gros problème. Quid de la terre battue, quid de l'outdoor et du gazon, et la période aussi. On joue le Masters en toute fin d'année, à la fin d'une saison où la plupart des joueurs sont complètement fracassés après une saison éreintante. Alors pas facile de déplacer le tournoi comme bon nous semble, mais la promesse avec des matchs exceptionnels tombe souvent à l'eau pour cette raison. Et puis, la valeur qu'on attribue au Masters. Le tournoi est énormément mis en avant parce qu'on a les meilleurs, mais mathématiquement, un joueur peut gagner le Masters en gagnant 3 matchs sur 6 disputés. Alors le tournoi des maîtres n'est-il pas un poil surcoté? Réponse tout de suite. Alors, le Masters, il faut bien comprendre d'où il vient et pourquoi il est là. Parce que le tournoi des maîtres, il a une histoire bien particulière. Et mine de rien, ça remonte à plus de 50 ans. Le tout premier Masters a vu le jour en 1970 à Tokyo. Et à l'époque, c'était encore tout frais, l'idée de classer des joueurs à l'échelle mondiale et de leur attribuer des points toute l'année. Donc en 1970, l'idée c'était de faire en sorte que ceux qui brillaient sur une saison puissent s'affronter dans une ultime compétition. Du coup, le Masters a été créé pour regrouper les meilleurs de la saison, ceux qui se sont le plus démarqués et qui ont dominé sur les tournois importants. Donc d'emblée, ce tournoi a ce côté exclusif qui le distingue des autres tournois. C'est pas comme un grand chelem où il y a 128 joueurs, et si on regarde la première édition en 1970, on s'aperçoit que c'était bien différent de ce qu'on voit aujourd'hui. En 1970, on avait Smith, Laver, Rosewall, Ashe, Codes et Franulovic. En 1971, le Masters a réuni les 7 meilleurs joueurs et en 72, les 8 meilleurs joueurs. Donc c'est en 1972 qu'on instaure le système de poules et les phases finales. Durant les 7 premières éditions, le Masters voyage. Tokyo, Paris, Barcelone, Boston, Melbourne, Stockholm, Houston. Donc ça a son charme de réunir les 8 meilleurs dans une ville différente dans le monde chaque fin d'année. Mais il faut aussi parler de la surface, parce qu'à l'époque, on jouait le Masters la plupart du temps sur moquette. Sauf en 74 et 75 avec du gazon et du dur, mais sinon on est sur moquette jusqu'en 96, une surface sur laquelle les joueurs ont l'habitude de jouer. Donc on sent un tournoi qui cherchait la bonne formule à l'époque, en testant plusieurs formats, en changeant de ville, mais ce dont on était déjà sûr, c'est qu'il y avait bien une offre et une demande. Une offre avec des champions qui étaient toujours au rendez-vous. D'ailleurs, dès les premières éditions, le tournoi est bien garni, et les vainqueurs du Masters sont des grands champions, avec du Nastase, Vilas, McEnroe, Borg, Lendl, et une demande parce que le tournoi plaît. Et c'est vrai que c'est très vendeur sur le papier de faire venir les 8 meilleurs joueurs et de créer une compétition entre eux pour élire le champion des champions. Donc le Masters s'est aussi vite décliné pour les femmes dès 1972. Pareil, on a eu beaucoup de tests, d'itérations. Entre 75 et 86, il avait lieu en mars. Beaucoup de déménagements aussi, des finales jouées en 5-7 aussi à l'époque. Donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça a jamais été un tournoi figé, toujours en évolution, d'ailleurs encore aujourd'hui. Côté format, parlons du format actuel, qui a quelques subtilités. Après le dernier tournoi de l'année qui précède le Masters, donc Bercy, on prend le top 8, les 8 qui ont le plus de points au classement. À noter que si un vainqueur de Grand Chelem figure entre la 9e et la 20e place mondiale, il prend la place du 8e qualifié. Donc on prend les 8 joueurs et on les répartit dans 2 poules de 4 en fonction de leur classement. Ce qui fait que les joueurs jouent 3 matchs en poule, donc là c'est particulier, parce que contrairement à tous les autres tournois, un joueur peut perdre un match et quand même se qualifier pour les demi-finales. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales et on a des demi-finales croisées, c'est-à-dire que le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B, le premier du groupe B affronte le deuxième du groupe A, sauf que des fois il faut départager des joueurs qui ont gagné un même nombre de matchs dans une poule. Donc si c'est le cas, on regarde la confrontation directe entre les deux, qui a gagné. Et si des joueurs sont à égalité, on les départage selon leur ratio de 7 gagnés par rapport aux 7 perdus. Et s'ils sont encore à égalité, on va chercher le ratio des jeux gagnés par rapport aux jeux perdus. A noter que ça peut arriver d'avoir un joueur qui se qualifie en n'ayant gagné qu'un match pour 2 défaites. Donc c'est un format qui fait débat, surtout qu'on est au Masters, le tournoi des maîtres, donc gagner le tournoi en pouvant perdre des matchs, c'est pas la folie.
Bon, là on arrive à un gros point de débat, à savoir que le Masters est censé représenter la saison quand même. Parce qu'on convie les 8 meilleurs de l'année, ceux qui ont le plus brillé, de Melbourne à l'US Open, en passant par la terre battue de Roland Garros et le gazon de Wimbledon. Le Masters est censé être un résumé de tout ça, et un tournoi pour déterminer qui est vraiment le meilleur en fin de saison. Mais pourtant, bizarrement, on a un Masters qui se joue systématiquement sur dur indoor, donc un dur en intérieur. Alors pas de problème dans l'idée, hein. On va dans la continuité de Vienne, Bâle et Bercy, mais le Masters c'est à part. Le Masters c'est un tournoi fermé que très peu de joueurs jouent au final. Donc si on décide de faire venir les 8 meilleurs de la saison, si on décide de l'appeler le tournoi des maîtres, pourquoi ne pas alterner? Surtout que le dur indoor représente qu'une petite partie des surfaces qu'on retrouve toute l'année. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'outdoor et de terre battue en volume de tournoi. Là on cadenasse le tournoi avec une surface qu'on garde année après année, donc le tournoi des maîtres, c'est plutôt le tournoi des maîtres sur dur indoor. Une surface particulière en plus, qui avantage clairement un certain type de joueur, un jeu bien précis, explosif, qui écourte la préparation, qui sert fort, et en plus, à l'ère de l'uniformisation des surfaces et du ralentissement global, c'est très maladroit de faire jouer les 8 meilleurs sur une surface qui fuse et qui n'est pas du tout représentative de la saison. Des matchs joués par les meilleurs tout le long de l'année. Alors peut-être qu'au niveau de la logistique, ce serait plus compliqué d'alterner entre du dur outdoor, de la terre battue, du gazon, de l'indoor, et encore que, quand on veut, on peut, surtout avec les moyens colossaux du Masters, qui redistribue énormément de pognon aux joueurs. Il faut savoir qu'en gagnant en 2023, Djokovic est reparti de Turin avec 4,8 millions de dollars, donc il y a des sous, il n'y a pas de problème. Mais au lieu de ça, on a ce dur indoor qui reste chaque année. Ça change pas, hein. Peu importe la ville, à Shanghai, à Londres, à Turin, même avant, à Lisbonne, Sydney, donc on voit que c'est une tradition, c'est ancré, et ils ont pas l'air de vouloir faire tourner. Et ça peut devenir frustrant pour des joueurs qui ont réussi à se qualifier pour le Masters, parce qu'ils ont excellé sur une surface durant la saison, mais ils se retrouvent à devoir battre les meilleurs sur une surface sur laquelle ils ont peu, voire pas joué. Évidemment, l'exemple ultime en la matière, c'est Nadal, qui chaque année prenait la plupart de ses points sur terre battue. On sait que le dur outdoor, c'est peut-être la surface où il est le moins à l'aise, et en plus en fin d'année, lui qui est souvent fracassé avec des blessures, donc c'est frustrant, et pas toujours représentatif, parce que Nadal, il y a des années où il était plus fort que les autres, même Djokovic et Federer, et pourtant on lui dit, tiens, viens au Masters, c'est sur dur indoor, mais t'as pas le choix, c'est comme ça, et ce sera comme ça chaque année. Résultat des courses, il a jamais gagné le tournoi, parce qu'en dur indoor, Nadal n'est pas le meilleur, alors que sur terre battue, il a quasiment dominé chaque saison pendant 15 ans. Sur un dur lent, type Open d'Australie, Acapulco, Indian Wells, il a parfois excellé, même sur gazon dans ses débuts, c'était l'un des tout meilleurs. Mais à aucun moment de sa carrière, il a eu l'opportunité de disputer le tournoi des maîtres sur une de ses surfaces, qui pèse plus dans la saison qu'un dur indoor. Évidemment, pour d'autres joueurs, c'est du pain béni. Federer s'est gavé, Djokovic s'est gavé, et bravo à eux. C'est très fort de sortir les performances qu'ils ont sorties en fin d'année. Federer a remporté 6 fois le Masters, dont 5 en gagnant tous ses matchs. Djokovic 7 fois le Masters, dont 4 en remportant tous ses matchs. Et forcément, leur jeu se marie beaucoup mieux au dur indoor. Roger, le service, l'agressivité, la prise de balle tôt, et Djokovic, l'adaptation permanente, le retour de service, sa perfection de jeu en contre, trop fort. Donc si on résume, on a une surface qui s'inscrit dans la continuité de la tournée en dur indoor, mais le Masters n'a rien à voir avec les précédents tournois. Et jouer sur cette surface chaque année ne fait pas sens avec la diversité de surfaces et de tous les jeux. Donc le Masters, grand événement de par le casting 5 étoiles, mais manque de cohérence, manque d'équité et de représentation du circuit. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses et de tournois comme en ce moment. Alors si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça nous aide énormément, et à activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. À noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Et si tu souhaites nous aider à développer le projet et à soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à aller faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Du coup, on se pose naturellement la question suivante. Le Masters, est-ce qu'on en a vraiment besoin sur le circuit? Parce que si on réfléchit un peu, souvent on connaît déjà le numéro 1 mondial à la fin de l'année. Alors pas toujours, des fois c'est serré, il faut attendre le Masters, mais on va dire que c'est plus un prétexte pour mettre la lumière sur le tennis une dernière fois dans l'année, plutôt qu'élire le grand gagnant parmi les 8 meilleurs et déterminer qui finit la saison au sommet, alors que la saison elle est déjà terminée en réalité. On sait qui l'a dominé et c'est pas le Masters qui va changer la donne. En 2019, le titre de Tsitsipas au Masters n'a rien changé au fait que Djokovic et Nadal ont été les boss de la saison. Donc quand on le prend comme ça, c'est plus du remplissage qu'autre chose. Maintenant c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir les 8 meilleurs qui s'affrontent une dernière fois dans l'année, ça donne un côté exclusif au tournoi, prestigieux avec les stars, mais si on réfléchit à sa pertinence, je vais vous dire honnêtement, demain si le Masters disparaît, ça va pas me traumatiser personnellement. Je vais pas me dire après Bercy, oh déjà la fin, c'est dommage parce que j'aurais adoré voir qui des 8 meilleurs aurait remporté un tournoi où en plus tu peux perdre mais quand même gagner. Et en plus ça permettrait aux tout meilleurs, donc ceux qui ont joué le plus de matchs dans l'année,
de récupérer. Ils sont là à tous se plaindre du calendrier trop chargé, toutes les semaines on enchaîne, c'est horrible, on peut pas se reposer, c'est dangereux pour nous. Eh ben messieurs, le Masters ce n'est qu'un danger de plus pour vous de finir comme les Murray, les Nadal, les Wawrinka et compagnie. Si on prend juste les dernières éditions du tournoi, il y a eu de la casse. En 2023, Tsitsipas qui a abandonné au début de son deuxième match. En 2021, Berrettini qui abandonne au milieu de son premier match. C'est un danger aussi parce que c'est un tournoi entre les meilleurs, donc il y a de l'ego. Forcément, tu veux être meilleur que ceux contre qui tu t'es battu toute l'année. C'est un danger parce qu'il y a beaucoup de points en jeu aussi. Il faut savoir que le Masters récompense très généreusement ne serait-ce que chaque victoire. Une victoire en poule, c'est 200 points. Une victoire en demi-finale, 400 points. Et en finale, 500 points. Tout ça en cumulé, bien sûr. Donc pour le joueur qui gagne tous ses matchs, ces 5 matchs, c'est 1500 points. Et puis il y a l'argent. Et là, pareil, le Masters fait très très fort. Sachez que c'est très rentable d'aller jouer le Masters. Je parle même pas de gagner, hein, juste de jouer. Parce que si tu joues juste tes 3 matchs de poule, à Turin en 2023, tu prenais 325 000 $. Et comme ils sont très généreux, même les deux remplaçants qui sont là juste pour dépanner au cas où il y aurait des blessés, même eux ont pris 152 000 $. Sans taper dans la balle, juste pour être là. Ensuite, si tu gagnes des matchs, là c'est jackpot. Une victoire en poule, 390 000 $. Tu gagnes ta demi-finale, 1,1 million, cash. Tu gagnes ta finale, 2,2 millions, comptant. Donc pour les joueurs, impossible de pas y aller. Heureusement qu'on n'atteint pas ces sommes folles juste pour des exhibitions. Alors l'ATP justifie l'existence du Masters comme un couronnement de la saison. Et pourquoi pas, hein. En plus, le Masters a un historique plutôt riche. On a eu des grands moments avec des grands champions qui se sont illustrés. Donc ça veut dire quelque chose de gagner le Masters. Mais il y a quand même des éléments qui cafouillent, on vient de le voir. La surface, l'argent et le système de poule, parlons-en. Et j'ai besoin de votre avis là-dessus en commentaire. Dites-moi ce qu'on en pense de ce système de poule, si c'est légitime ou si plutôt ça vient décrédibiliser cette compétition. C'est la grosse particularité du Masters. C'est ce qui le distingue vraiment des autres tournois. Mais est-ce que c'est vraiment une force ? Pas sûr. Moi, je suis quand même friand des tournois où la défaite signifie élimination. Ça rajoute une dose de dramatisme, d'adrénaline. Ici, on a un système de round robin avec des groupes de 4 joueurs. Et comme je vous le disais, mathématiquement, on peut avoir un joueur qui gagne un match sur 3 en poule et passer en demi-finale. Désolé, mais ça me le fait pas trop, ça. Je trouve que ça va à l'encontre de l'esprit de compétition, du fait d'être le meilleur en permanence. Là, on a des poules, donc on se retrouve avec des calculs. Les joueurs peuvent choisir leur moment où il faut gagner, contre qui. Et ça, c'est tout sauf du dépassement de soi. Exemple, Daniil Medvedev en 2023 remporte ses 2 premiers matchs en poule. Et pour le dernier, il se donne pas vraiment à fond parce qu'il est déjà qualifié en demi-finale. Donc il prend son 3e match comme un entraînement pour sa demi-finale, une pause dans le tournoi pour récupérer des efforts des 2 premiers matchs. Donc on a un joueur qui calcule et un match qui perd tout son intérêt. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Des joueurs qualifiés qui peuvent se permettre de gérer leur énergie. Et puis autre chose, au Masters du coup, il y a une 2e chance de gagner contre quelqu'un qui t'a battu. Ça c'est odieux. Dans un tournoi classique, si tu bats un joueur, il est éliminé et tu passes au suivant. Ici, tu peux perdre contre un joueur et avoir une 2e occasion de le battre. En plus, la 2e chance a lieu en phase finale, donc sur un match éliminatoire. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce système, mais pour moi c'est un point négatif ou qui pourrait être amélioré. Enfin, que vaut le Masters concrètement? C'est quoi un Masters dans un palmarès? Quelle importance on donne au Masters? C'est une vraie question, hein, j'ai pas la réponse. Alors oui, le Masters c'est un gros tournoi, y a pas de problème. C'est très fort de gagner le Masters, parce qu'il faut être meilleur que les meilleurs. Tennistiquement, mentalement, physiquement, et tout ça en fin d'année. Mais ça reste un tournoi sur une semaine, où la défaite n'est pas éliminatoire au début. Un tournoi que tu peux gagner en remportant 3 matchs sur 5. Donc on n'est pas du tout sur l'esprit grand chelem, hein, c'est complètement différent. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça au final ? Bah moi je pense que comme le Masters c'est un tournoi à part, bah il faut le traiter à part dans un palmarès. Prenons Grigor Dimitrov comme exemple, vainqueur du Masters en 2017. Dimitrov, pour celles et ceux qui n'ont pas son palmarès en tête, c'est 9 titres, dont ce Masters, numéro 3 mondial au mieux après le Masters, et vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati la même année. Et par exemple, il a fait 3 demi-finales en Grand Chelem. À choisir, vous prenez son titre au Masters ou sa demi-finale à l'Open d'Australie en 2017. Répondez-moi en commentaire là-dessus, mais je pense que beaucoup ont le Masters en tête quand même. Moi j'avoue que sa demi-finale m'a plus marqué. Pour moi, elle résonne beaucoup plus tennis que son titre au Masters. Et dans son palmarès maintenant, qu'est-ce qui ressort le plus? Évidemment, son Masters le place dans une catégorie de joueurs qui ont été très grands à un moment donné. Donc oui, j'ai envie de dire que ce serait le Masters. Maintenant, choisissez entre ces 3 demi-finales et son titre au Masters. Entre 3 demi-finales en Grand Chelem et un titre au Masters, qu'est-ce que vous prenez? Moi, je vais sur les 3 demi-finales. Hein. Gagner 5 matchs en Grand Chelem au meilleur des 5 sets, match à élimination directe, intensité physique, mentale, et le faire 3 fois, je trouve ça plus fort. Donc le Masters, titre prestigieux, parce que le gagner signifie que tu as atteint un niveau extraordinaire, mais dans l'esprit, je place des grandes performances en Grand Chelem au-dessus. Alors effectivement, Nadal et le Masters, ça fait 2. Ou plutôt 0. Et je vous reparle de Nadal parce que l'exemple de l'histoire de Nadal au Masters met en lumière toutes les caractéristiques du Masters, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que le fait que le Masters ait été la malédiction permanente de Nadal, ça montre bien que gagner le Masters, c'est très dur. Mais dans le cas de Nadal, ça pose question, parce que Nadal, il s'est qualifié 17 fois au Masters.
17 fois. Malheureusement, il a été forfait à 6 reprises, donc il y a participé 11 fois. Et sur 11 participations, Nadal, qui parfois a quand même été le grand Nadal, y compris sur dur, et bah ce Nadal-là, il n'a jamais gagné le Masters, en 11 tentatives. Ça vient confirmer tous les problèmes qu'on a évoqués auparavant, à savoir que le Masters est réservé à un certain type de jeu. Et donc t'auras beau jouer 50 fois le Masters, si t'es pas un joueur qui joue vite, bah tu le gagneras jamais. C'est problématique, parce qu'un maître du tennis de nos jours, c'est aussi un joueur qui excelle sur surface lente. Bah oui, on l'a dit, la tendance de ces dernières décennies, ces dernières années même, c'est le ralentissement des surfaces. Or, Nadal, tout le monde sait que tu lui mets une surface lente, ton tournoi il en fait de la chair à pâté. Sur surface lente, il a tout gagné plusieurs fois. Mais bizarrement, tout ce qui est Shanghai, Bâle, Bercy, Masters, il a rien gagné. Donc tu pénalises un joueur extraordinaire qui n'a pas le jeu pour briller sur cette surface. Mais bon, c'est pas grave, parce que Roger est là, puis Djokovic est arrivé. Pour la partie technique, Nadal sur dur indoor, ça coince, parce que c'est une surface très exigeante, très rapide, qui exige des qualités de jeu agressives, directes, sans avoir besoin de temps, ce qui fait que son lift de mammouth perd en efficacité. Le dur indoor, il favorise la puissance brute, pas la tambouille de Rafa. D'où les nombreux succès de Federer et Djokovic, qui ont des jeux qui brillent dans ces conditions. Pour Nadal, c'est un tournoi quasiment inaccessible. Rajoutez à ça le fait qu'il a lieu en fin d'année, alors ça vaut pour tout le monde, y a pas de problème. Mais Rafa, on le connaît pour avoir été blessé très souvent, donc il arrive au Masters après ses 70 matchs dans la saison, et il doit battre 3, 4, 5 joueurs sur une surface qui lui va pas. Donc mission impossible. Alors vous allez me dire, rien n'est impossible avec Rafa. Ouais, mais à un moment donné, ça coince quand même. Et pourtant, même avec toutes ces contraintes, Nadal était quand même proche de gagner le Masters. À 2 reprises, il fait finale, en 2010 et 2013. Donc il a réussi à gagner 3 ou 4 matchs contre les meilleurs, mais il est toujours tombé sur plus fort que lui au final. Federer et Djokovic, évidemment. Du coup, si on revient à la valeur du Masters dans un palmarès, oui, c'est le plus grand tournoi qui lui manque, et on peut pas dire que Nadal a tout gagné parce qu'il lui manque ce titre. Donc ça a son importance dans la conscience collective, mais il y a qu'à faire le constat suivant. On parle d'un joueur qui a gagné 22 grands chelems, mais qui n'a jamais pu soulever ce trophée-là. Ça montre que ce tournoi convient pas du tout à son style de jeu. Est-ce une bonne chose ou pas? On en pense ce qu'on veut, mais on doit reconnaître que le Masters est orienté pour un certain type de jeu. Alors on a dit beaucoup de choses sur ce Masters, il y a du positif et du négatif. On a plus mis l'accent sur ce qui est contestable, évidemment. C'est un tournoi unique, exclusif, prestigieux, compétitif. Il se distingue par son format en poule. Quoi qu'on en dise, c'est une bonne idée, je trouve, d'avoir créé un Masters et de réunir les meilleurs. Ça permet de rajouter de la compétition. C'est une très bonne publicité pour le tennis. On finit l'année avec du beau jeu. Puis chaque fin d'année, il y a une course au Masters qui s'instaure entre la 5e et la 15e place mondiale pour savoir qui va se qualifier. Donc ça a de l'importance. Maintenant, est-ce que le Masters mérite toute l'importance qu'on lui accorde? Bah, pas certain. Si on le compare au Grand Chelem, pour moi, on est à des années-lumière en termes d'importance, de prestige, de dépassement de soi, de performance. Le Grand Chelem, c'est la quintessence du tennis. C'est le Graal pour chaque composante de ce sport. Le Masters, c'est très cool, mais aujourd'hui, c'est en 2-7 gagnants. Donc rien que pour ça, on est sur une performance différente. Gagner le Masters, c'est pas du tout gagner un Grand Chelem. Demandez à Zverev, 2 fois vainqueur du Masters, il peine toujours à aller chercher son premier Grand Chelem. Sauf que de par le casting XXL avec les 8 meilleurs, j'ai l'impression qu'on essaye de nous faire croire que ce serait un mini Grand Chelem. Non, il faut pas rentrer là-dedans. Le Masters, c'est un truc complètement à part. Et on a vu pas mal d'éléments qui mettent en avant des failles. La surface, les poules, donc le droit de perdre sans sortir du tournoi. Donc on est très loin de la beauté, de la performance et de la dramaturgie d'un Grand Chelem. Donc voilà, c'était l'histoire du Masters. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tournoi, s'il est surcoté selon vous, s'il présente des failles, ou alors si au contraire on devrait y accorder plus d'importance. Dites-moi aussi si selon vous il faut changer des choses à ce Masters, parce qu'on l'a vu que c'est un tournoi qui est en évolution. Prenez soin de vous, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!